Bonsoir à tous. C'est une première au Burkina. Ce soir, le président du Faso est face aux citoyens. Pendant 90 minutes, Roch-Marc Christian Kaboré va répondre aux questions des Burkinabés. Dialogue citoyen est une émission de la CODEL et Diaconia en partenariat avec la RTB et va aborder la gestion des 100 jours de pouvoir du président Kaboré. 100 jours peuvent paraître courts, mais c'est une tradition démocratique qui date de 1815 et qui permet de jauger la trajectoire d'un régime politique. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, et bienvenue. Merci beaucoup. Pour conduire cette émission, je suis avec mon confrère Edmond Koulibaly d'Impact TV. Bonsoir, Edmond Koulibaly. Bonsoir, Simon Gongo. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Alors, Koulibaly. merci d'avoir accepté de soumettre vos actions, votre gouvernance que vous voulez vertueuse à la critique de vos concitoyens. Un exercice qui est en tout cas le premier du genre, en tout cas de mémoire de Burkinabé. Au cours de cette émission radio-télévisée, les Burkinabés auront donc la latitude de vous poser des questions, de vous faire part de leurs préoccupations, mais aussi de leurs attentes, des attentes qui sont très fortes quand on sait qu'on est sorti d'une insurrection et bien sûr le Burkina Faso est sorti d'une transition. Et Dialogue citoyen a pour socle les résultats du sondage mené par la CODEL qui est la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections et son partenaire Diaconia. Et cette émission sera bâtie autour de 3 points essentiels du Rochmètre. Le Rochmètre qui est l'outil opérationnel de la plateforme Pésimètre. Eh bien, 2052 répondants, un échantillon de 2052 répondants ont fait part de leur perception quant au respect de vos engagements, des engagements que vous avez pris et qui vous ont permis d'être élus le 29 novembre dernier. Et sous l'angle des secteurs sociaux prioritaires, leur niveau de satisfaction et par rapport à des faits majeurs, des 100 premiers jours de votre gouvernance, sous l'angle, les enquêteurs ont appelé ça les tendances lourdes. Et enfin, la confiance quant à la trajectoire de la gouvernance que vous avez empruntée dans la perspective du changement promis. Voilà, ce sont donc les grandes lignes de cette émission, Monsieur le Président. Sachez que le signal de cette émission sera repris par Radio Burkina, Omega FM ou encore Burkina Info. Et pour les téléspectateurs, vous pourrez nous appeler au 25 31 83 53 ou encore au 70 30 13 11. Vous pouvez également poster vos messages sur Facebook, Pésimètre BF, ou encore sur Twitter, Pésimètre BF. Voilà, Monsieur le Président, on l'a dit, c'est une première. Déjà, vous avez accepté venir sur ce plateau. Comment vous vous sentez actuellement? Je dois dire que je me sens très bien dans la mesure où, lorsque CODEL et Diaconia sont venus me voir pour me proposer donc cet exercice, c'est vraiment sans hésitation que j'ai accepté. J'ai accepté parce que, en tant que président du Faso, j'ai un devoir de communication avec les citoyens, un devoir de rendre compte, un devoir également d'informer les citoyens. Et de ce point de vue-là, je dois dire que c'est avec vraiment une grande satisfaction que je suis là. Et je voudrais féliciter et la CODEL et Diaconia d'avoir procédé à cet exercice en liaison évidemment avec la RTB. Et je crois que c'est un exercice à répéter et je suis tout à fait disponible pour ça. Alors donc, on va commencer cette émission par ce que la CODEL et les enquêteurs ont appelé les tendances lourdes. Et nous allons parler de corruption, actualité oblige. On a suivi le rapport de la RCE cette semaine sur le sondage que nous avons ici. 62% des Burkinabés sondés estiment qu'ils ne sont pas satisfaits de votre manière de gérer pendant en tout cas les 100 jours de gérer les questions de corruption. Aujourd'hui, on a un rapport, un audit de la transition et on reproche à la transition de nombreuses irrégularités. Vous avez les conclusions désormais. Qu'allez-vous faire? Je voudrais peut-être tout d'abord préciser la procédure parce que je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans le sens de la lutte contre la corruption. Nous avons mis en place la SCE, qui est en même temps une institution de lutte contre la corruption. Lorsqu'elle fait son rapport, le rapport est déposé auprès des institutions ou des ministères concernés. Et les personnes qui sont mises en cause dans ce rapport répondent à la SCE. Ces réponses-là vont chez eux et ceux qui sont habilités par la suite à transmettre ces rapports à la justice.
ce n'est pas le gouvernement. Alors, c'est pour dire que lorsqu'on accuse le gouvernement d'avoir des dossiers dans des tiroirs, de ne pas traiter un certain nombre de dossiers, nous ne pouvons qu'être surpris parce que nous considérons que nous avons pris des textes pour mettre une structure qui est chargée non seulement du contrôle, mais qui est chargée également de transmettre des dossiers soit au procureur de Faso, soit à la Haute Cour de justice pour que ce dossier soit traité. Donc, pour notre part, je pense qu'on nous fait un faux procès à ce niveau parce que, en ce qui concerne le gouvernement, nous avons lu les audits, nous avons demandé à chaque personne qui était concernée de répondre et lorsqu'ils ont le rapport définitif, il revient à la SCE d'engager la procédure judiciaire. Mais déjà, nous souhaitons recueillir votre sentiment par rapport aux irrégularités qui ont été constatées dans la passation des marchés de gré à gré. Apparemment, le phénomène a fonctionné à plein régime. Au lieu de 15%, qui est la norme communautaire imposée par l'UEMOA, ils sont allés jusqu'à 55%. Vous, en tant que chef de l'État, quel est le sentiment qui vous anime après avoir eu vent de toutes ces irrégularités-là? Non, je voudrais simplement dire que la transition a fonctionné sur la base d'une constitution et sur la base également de textes que nous avons pris ensemble. De ce point de vue-là, il n'y a aucune raison qui justifie qu'on puisse passer 55 milliards, 55% dirons, de marché de gré à gré, même si on sait qu'on n'a qu'un à faire. C'est une erreur et je crois que c'est un irrespect des textes qui régissent justement, qui régissaient la transition à ce moment-là. Et je crois que ce que nous pouvons simplement constater, c'est que ces irrégularités ont été commises. Il y a eu des réalisations, certes, qui ont été faites, mais nous devons constater que c'était dans des procédures qui, somme toute, n'étaient pas normales et, somme toute, laissent planer le doute également sur des possibilités de corruption dans ce genre d'opération. Je crois que c'est ça. Et donc, ils doivent répondre devant la justice? Pour nous, il appartient, en tout cas en ce qui me concerne, nous verrons les conclusions sur lesquelles la RCE portera donc son jugement. Soit il l'envoie, je dirais, au procureur, soit, je dirais, il considère que bon, c'est des fautes tout à fait normales et que par conséquent, il n'y a rien à poursuivre. Mais je crois qu'il y a quelque chose quand même à faire. Peut-être une dernière question en rapport avec cet audit-là et le rapport de l'ASE. Quand on parle d'irrégularité, tout de suite les projecteurs sont braqués sur le Premier ministre, Yacouba Isaac Zida. Dans les journaux, son nom revient régulièrement. Alors que toutes les parties prenantes aujourd'hui, la plupart des partis politiques étaient représentés au sein de la transition. Oui, mais vous savez, on est représenté certainement au sein de la transition, mais nous n'avons pas les mêmes responsabilités. Les responsabilités que j'assume, même s'il y a des ministres qui sont avec moi, il y a des niveaux de responsabilité qui ne dépendent que de moi. Et ce que je voudrais simplement dire, ce n'est pas une vision fixe sur le Premier ministre Isaac Zida. Parce que lorsqu'on parle de marché, c'est des marchés qui sont passés en conseil de ministres, donc c'est une responsabilité collective du gouvernement. Et ce que je voudrais également dire simplement, c'est qu'il faut noter qu'on ne doit pas partager le point de vue qui consiste à dire avant la transition c'était comme ça, donc ça n'a continué que pareil. Parce que la bataille que nous avons menée justement, c'est une bataille qui a été menée justement contre cette forme de travail, les marchés de gré à gré et les passe-droits, etc., etc. Et donc, l'objet de la transition, c'était de ramener les choses dans les règles. Et je crois qu'à ce niveau-là, il y a eu un grand manquement. Et comme le président même de la CE l'a dit, c'est un grand manquement. C'est le point noir de la transition. Mais il leur appartiendra de voir donc comment ils vont trouver les solutions à ces questions-là. Alors, Monsieur le Président, il y a cette affaire aussi de blanchiment des capitaux. On a entendu parler de 86 milliards entre-temps. Et d'aucuns pensent qu'il y a quelque part une chasse à la sorcière contre la transition. Non, d'abord, je n'aimerais être suffisamment clair là-dessus. Je l'ai déjà dit, les 86 milliards ne relèvent pas de la transition. C'est une investigation qui a été menée sur 5 années. Et il se trouve que c'est maintenant, évidemment, que le point a été fait. Ces dossiers sont au niveau de la justice qui mène ces enquêtes. Et lorsque il sera fixé que véritablement c'est des sommes qui étaient frauduleuses,
la justice de mettre en action pour que les fautifs soient sanctionnés. Donc, je veux être clair là-dessus. Nulle part, il n'a été question de dire que c'est la transition qui assume les 86 milliards de blanchiment. Et je voudrais qu'une fois pour toutes, cela soit très clair. Le second aspect, il n'y a pas de chasse aux sorcières. Parce que nous sommes un État, nous avons des règles de jeu, nous avons une autorité qui s'occupe en tout cas de faire le contrôle. Et je dirais qu'en dehors de cette autorité et des ministères ou de la présidence ou du premier ministère qui reçoivent des dossiers, il n'y a pas autre chose. C'est pourquoi je voudrais simplement dire, nous n'avons pas, nous, demandé les investigations. Le premier ministre Zida, lui-même, a dit qu'il souhaitait qu'il y ait des investigations sur la transition. Lorsque je suis arrivé à la présidence, le président du FASO avait déjà fait lui-même l'audit de la présidence, qu'il m'a remis en disant « je m'en vais, j'ai demandé qu'on fasse un audit pour des questions de transparence, je te remets les conclusions et à vous de voir la suite que vous allez donner ». Donc je pense qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières, nous ne faisons que suivre les travaux et les contrôles que la SED a eu à faire. Donc il n'y a aucune chasse aux sorcières, je peux vous assurer sur cette question. Alors on va évoluer, voilà, on va évoluer dans les échanges. On va aborder un autre aspect. Au niveau des tendances lourdes concernant le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, il y a 52,30% de personnes qui ont été sondées qui ne sont pas du tout satisfaites de la façon dont cette question a été réglée. Alors, Monsieur le Président, vous avez décidé de régler cette question de façon diplomatique. Et cette option diplomatique, les citoyens aimeraient savoir qu'est-ce que cette option diplomatique renferme. Heureusement que nous résolvons les questions de façon diplomatique, parce que jusqu'à présent, le mandat de Guillaume Soro est toujours intact et nos relations avec la Côte d'Ivoire aussi sont suffisamment intactes. Je pense qu'il était important, en tant que président du FASO, que nous puissions en même temps, tout en considérant que la procédure est toujours engagée contre Guillaume Soro, que nos rapports avec la Côte d'Ivoire également soient consolidés, soient renforcés, parce que c'est des relations que nous ne pouvons pas rompre sur le simple fait qu'il y a un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Et je crois comment arriver à concilier, puisque la question est déjà en justice, la justice est en train de faire son travail et la voie diplomatique vient s'ajouter, comment arriver à concilier ces deux positions voilà, pour un aboutissement heureux de cette affaire? Non, comme vous le savez, dans les relations que nous avons, vous voyez bien que nous avons eu plusieurs occasions entre le président Alassane Ouattara et moi-même de nous rencontrer. Et vous avez vu que nous avons engagé le travail pour le renforcement des rapports entre nos pays et que la question du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro ne constitue pas le point nodal de nos discussions que nous nous voyons. Ça veut bien dire que la justice fait son travail, mais en tant que président du FASO, je fais mon travail aussi, qui est de renforcer et de consolider l'amitié entre nos deux pays. Alors, Monsieur le Président, parlant de ce push manqué, il y a aussi, depuis ces derniers jours, la question des hauts gradés qui ont été interpellés à répondre devant la justice. On a appris qu'il y a des rififis au sein de l'armée. Vous êtes aussi ministre de la Défense. Est-ce que vous vous rassurez aujourd'hui que tout va bien au sein de l'armée? C'est vous qui me dites qu'il y a des rififis. Pour ma part, je considère simplement que pour l'instant, à ce que je sache pour l'instant, aucun gradé ne s'est présenté devant la justice militaire pour le moment. Et donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des rififis au sein de l'armée. Sinon, je pense que je m'occuperai beaucoup plus de ça que d'être devant vous sur votre plateau aujourd'hui. Alors, Edmond Coulibaly... Voilà, donc nous allons tout de suite aller donc du côté... Nous allons donc poser la question à un citoyen qui est sur ce plateau. C'est Dialogue Citoyen. Nous avons donc posé les toutes premières questions pour vous mettre dans le bain. Monsieur Mohamed Zongo est retraité. Il est sur ce plateau et il a une question à vous poser par rapport à vos 100 jours. Monsieur Zongo, vous avez la parole. Merci bien, Monsieur le Président. Moi, j'ai une préoccupation et je vais parler de la
moralisation de l'administration publique. C'est ma préoccupation pour ça. Parce qu'on constate que toujours dans l'administration, il y a les mêmes mots qui perdurent. Et les retards, l'absentéisme chronique, la corruption, et toutes les malversations. Donc tous ces mots perdurent toujours, malgré la présence, par exemple, au sein de nos structures ministérielles, des corps de contrôle. Par exemple, les inspections techniques des services font leur travail, malgré tout, cela perdure. Il y a aussi au niveau de chaque département ministériel et des institutions, chaque département doit disposer d'un conseil de discipline, c'est un organe consultatif qui est en matière de sanctions disciplinaires pour les fautes professionnelles. Malgré tous ces organes qui sont à notre sein, il y a beaucoup de mots qui continuent de gangréner notre administration. Monsieur le Président, pour rompre par exemple avec le passé, quelle est votre politique pour résoudre ce problème au sein de notre administration? Pour d'abord dire concernant les conseils de discipline dans les ministères, je voudrais raconter une petite anecdote parce que lorsque nous avons pris nos fonctions, on a demandé à la SE de nous sortir tous les cas de malversation avec les noms des intéressés, les montants, pour que nous puissions procéder à un licenciement de tout ce monde collectivement. Mais il s'est trouvé que nous sommes dans un état de droit. Il faut passer par le conseil de discipline. Et force est de constater que dans la plupart des ministères, c'est des conseils qui sont inopérationnels. Donc, ça veut dire que nous avons demandé à chaque ministre de travailler à remettre ces conseils en place de manière à ce que les sanctions puissent être prises. Parce que vous savez très bien que, pour ma part, je voulais qu'on prenne un décret et qu'on fasse le licenciement. Mais l'expérience nous a montré aussi que sous la Révolution, nous avons licencié un certain nombre de personnes, justement sans passer par la procédure de l'état de droit, et car par la suite, nous avons été tenus de dédommager à coups de milliards ces personnes-là qui avaient été considérées comme étant injustement licenciées au regard du droit. Je pense que nous devons moderniser l'administration publique, c'est une obligation. Nous avons dit que le développement du Burkina Faso, c'est un développement individuel, mais c'est un développement collectif. Si nous ne participons pas individuellement à faire correctement notre travail, nous n'apportons pas notre pierre à la construction du pays. C'est ça le problème. Et vous savez très bien que plusieurs fois, il a été question de faire en sorte qu'il y ait des badges qui permettent de pointer l'heure d'arrivée, le départ. Mais ça a été, les travailleurs étaient les premiers à dire qu'ils sont contre. Alors, si on est contre, ça veut dire au moins qu'on se donne le devoir d'assumer ses missions. L'administration générale ne peut fonctionner. Le développement du pays ne peut arriver à son terme que si chaque Burkinabé à son poste de combat mène correctement ses activités. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et nous avons dit qu'il faut effectivement, des instructions ont été données également à ce que, aussi bien au niveau des ministères, concernant les retards. Parce que la première des choses, il faut que le ministre soit d'abord lui-même à l'heure. Si le ministre arrive à 9h, les gens arriveront à 8h. S'il arrive à 10h, les gens arriveront également en fonction de ses heures d'arrivée. Donc, le premier exemple d'être à l'heure au bureau, ça doit être le ministre. Et en fonction de ça, il peut maintenant visiter ses bureaux et voir les absents pour pouvoir, à ce moment, prendre les dispositions pour soit les avertir, soit les sanctionner au fur et à mesure du constat de la présence ou non. Je me rappelle quand j'avais commencé à travailler à la BIB, nous avions un directeur général et commençait le travail à 5h30. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un, vous arrivez tous les 4 soirs à 5h30. Parce qu'il peut vous appeler pour vous demander un dossier. Alors, donc je crois qu'il y a un effort
individuels et collectifs que nous devons faire, il faut que le Burkinabé sache que ce n'est pas en venant pas au travail, ce n'est pas en faisant preuve de laxisme qu'on va développer le Burkina Faso. Ce n'est pas non plus en demandant pour faire un papier 1000 francs à quelqu'un qu'on participe au développement de son pays, parce que c'est un des facteurs que nous avons perdu, c'est l'intégrité. Nous devons fonder tout notre travail sur des valeurs. Valeur du travail bien fait, valeur d'être à l'heure au boulot, valeur de servir les usagers qui viennent quotidiennement. Mais je dois dire que ces valeurs-là sont perdues. Et je crois qu'il nous appartient tous de reprendre vraiment le chemin, je dirais, du sérieux, de l'intégrité et vraiment de la contribution au développement de notre pays. C'est ça qui, je crois, qui ont des aspects que nous allons développer pour permettre à chaque Burkinabé de participer et d'assumer correctement ses missions. Alors, en attendant de prendre les questions au téléphone, Monsieur le Président, nous avons sur ce plateau Elodie Zongrana, elle est élève en classe de terminale, elle a une question pour vous. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Et quelles mesures pouvez-vous prendre face aux effectifs pléthoriques, surtout dans les salles de classe des écoles publiques? C'est vrai, nous avons, dans le cadre du programme que nous proposons au Burkinabé sur les 5 ans, promis que d'ici 2020, des efforts seraient faits de par les constructions d'écoles pour que nous ramenions les effectifs à 50 par classe. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des écoles où les effectifs sont parfois à 100 personnes par classe. Et dans ces conditions-là, on ne peut pas espérer que des enfants puissent réussir. De ce point de vue, je veux dire que pour l'instant, nous sommes dans une contrainte de la situation que vous connaissez et nous avons pris l'engagement de construire autant d'écoles pour permettre effectivement à nos enfants de pouvoir être dans les meilleures conditions de réussite scolaire. Le second problème sur lequel nous devons également travailler, qui est concomitant, c'est de faire en sorte que également nous puissions faire un effort sur le taux de natalité. Parce qu'aujourd'hui, la progression est de l'ordre de 3,6 par an au niveau du taux de natalité. Ça veut dire que plus il y a d'enfants, plus nous courons, je dirais, après les problèmes. Ça veut dire que nous devons être conscients que finalement, en tant que parents, l'éducation de nos enfants est une priorité. Et c'est un travail que nous devons faire tous, en sensibilisant nos parents au village, que ce soit la société civile, que ce soit le gouvernement. Nous devons parler le même langage pour expliquer que quand on a 15 enfants, il est évident qu'il y a une déperdition importante en termes de contribution au développement de notre pays. Donc, c'est pour dire que le problème qui est posé est un problème réel et je dois pouvoir vous assurer que dans les 5 ans à venir, en 2020, nous aurons progressé largement sur ces questions-là. Alors, Monsieur le Président, on nous signale qu'il y a un téléspectateur au bout du fil. Il s'appelle Amidou Ouedraogo. Il va s'adresser à vous. Très bien. Nous l'écoutons. Monsieur Amidou Ouedraogo, j'appelle de Bobo Dioulasso. En fait, je voudrais poser la question au président du FASO par rapport effectivement à la journée nationale du paysan. Voilà, ça concerne effectivement les 500 millions qui sont alloués pour l'organisation de la journée. Là. Je voulais demander au président du FASO, est-ce que les 500 millions-là n'auraient pas pu servir effectivement à réveiller les unités ou du moins à soutenir les unités au niveau de la région de l'Ouest-Filta qui a des peines, qui a de la peine plutôt à satisfaire effectivement les différents du pays qui se plaint tout le temps. Monsieur le Président. Je n'ai pas bien compris. Alors, il y a 500 millions qui sont alloués à l'organisation de la journée nationale du paysan. Est-ce que ces 500 millions n'auraient pas pu servir à réveiller, par exemple, Filsa Bobo Dioulasso, qui souffre? Je voudrais dire que mon point de vue sur la journée du paysan, et je crois que
c'est la dernière journée de paysans que nous allons organiser sous ce format. Parce que j'ai déjà instruit le ministre de l'Agriculture pour qu'une réflexion soit menée, pour que la journée du paysan ne soit pas simplement une sorte de foire, mais que nous puissions avoir un format beaucoup plus réduit, beaucoup plus efficace en proposition pour améliorer notre agriculture. C'est pour dire que fondamentalement, je suis d'accord avec lui, que nous devons réduire ce type de dépenses et nous devons trouver de nouveaux formats qui nous permettent, en tout cas, de mener cette journée du paysan avec une certaine efficacité, avec des propositions qui permettent effectivement de contribuer au développement de notre agriculture. Je lui dis simplement que c'est le dernier format dans ce style-là que nous allons tenir. D'accord. Alors,